Donc bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour cette séance qui sera dirigée par Aimeru et dans cette séance nous allons parler de Modular Deep Learning. Donc Aimeru est diplômé de l'école polytechnique de Thiès, donc un polytechnicien, et récemment il a commencé une thèse en informatique à l'université Gaston Berger. Il est aussi ingénieur de recherche à Bantu Technologies. Donc Aimeru, à toi la parole. D'accord. Donc, bonjour à tous et merci pour cette brève et complète présentation. Master Ismaïla. C'est un plaisir donc d'animer ce séminaire. Bienvenue. Euh, Juste ça va être dans le même cadre que les présentations précédentes. Donc, essayer de prendre un papier et de le détailler et de le présenter et de partager un peu ce qu'on a eu à capitaliser avec l'ensemble de la communauté. Donc, la présentation, c'est Modular Deep Learning. Donc, sans plus tarder, on peut y aller. Donc, je pense que cette diapo, je peux passer puisque Ismaël a déjà introduit. Donc, bon, comme il l'a dit actuellement à Bantu, peut-être juste les domaines dans lesquels je travaille, comme je le disais tout à l'heure à Emmanuel, je suis plus sur la génération et la détection de deepfakes, la génération de la parole, de NLP et les modèles génératifs. Donc aujourd'hui, pour ce papier-là, bon, je ne présente pas le papier en tant que tel, mais plutôt beaucoup de sections que j'ai eu à voir, les plus intéressantes selon moi, que j'ai eu à rassembler au niveau de cette présentation-là. Donc on n'ira pas directement sur le papier, mais juste essayer de présenter les grands axes de ce papier, afin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de capitaliser un maximum et que chacun puisse en tirer un certain nombre de choses. Donc, ce dont nous allons parler dans cette présentation, c'est d'abord la problématique du papier, parler ensuite de la modularité de façon générale et en apprentissage profond, présenter le papier en tant que tel, les différents composants des architectures modulaires, les applications de la modularité, donc qu'ils ont eu à présenter à travers ce papier et des cas réels d'implémentation, et enfin terminer par des perspectives. Donc déjà, la première chose qui rentre dans le contexte de ce papier-là, c'est le deep learning. Évidemment, dans Modular Deep Learning, le premier terme important, c'est deep learning. Donc, c'est tout ce qui est réseau de neurones, CNN, transformer. Je pense que la plupart d'entre nous sont assez à l'aise avec ces notions-là. Après, le papier se situe beaucoup plus dans le cadre des grands modèles qu'on a aujourd'hui, les modèles de fondation en intelligence artificielle. Donc, c'est une tendance qu'on a vu grandir de façon quasi exponentielle durant ces dernières années, avec une augmentation de la taille des modèles, mais dans le même ordre d'idée, également une augmentation des capacités en termes d'infrastructure, notamment quand, ok, donc notamment avec beaucoup de ressources matérielles qui s'améliorent au fur et à mesure. Je pense récemment PyTorch 2.0 est sorti. Et donc cela a permis dans tous les cas de pouvoir entraîner et de paralléliser, en tout cas la parallélisation a permis de pouvoir entraîner des modèles de plus en plus grands. Et donc on s'est rendu compte que plus ces modèles-là devenaient grands, plus ils devenaient performants. Donc cette tendance a continué à donner des résultats extrêmement prometteurs avec notamment le chat GPT qu'on connaît tous. Mais ça a aussi des drawbacks, donc des mauvais côtés ou des problèmes que la mise à l'échelle soulève et qui ne sont toujours pas encore réglés. Parmi ces problèmes-là, il y a le fine-tuning, donc les modèles de fondation en intelligence artificielle, qu'il s'agisse de modèles de langage ou d'autres modèles, parce qu'aujourd'hui aussi, on a les modèles de vision qui ont vraiment monté en échelle. Je pense le Vision Transformer aujourd'hui est à 22 milliards de paramètres. Donc, les modèles de fondation, de façon générale, sont monolithiques. Ça dit quoi? C'est-à-dire que tous leurs paramètres sont partagés. Donc, ils sont tous interconnectés. Ce qui fait que pour pouvoir fine-tuner ces modèles-là et les adapter à de nouvelles tâches, il faut énormément de ressources. Car pour pouvoir
fine-tuner un modèle, tu es obligé de stocker et le modèle et une copie entière du modèle. Ça finit par être beaucoup en termes de ressources mémoire. Et c'est une limitation qui est absolument énorme, surtout aujourd'hui lorsqu'on veut démocratiser ces modèles-là dans la communauté. Parce qu'il y a quelqu'un qui a son micro actif. Ok, super. Donc, pour continuer, une des alternatives, en tout cas, qui ont émergé pour régler un peu ce problème du fine-tuning, c'est l'apprentissage en contexte, donc qui consiste à donner un prompt qui va guider le modèle pour pouvoir accomplir la nouvelle tâche. Mais en fait, c'est une solution qui reste grandement fragile. Les performances ne sont pas toujours top et ça nécessite des réglages souvent qui sont extrêmement minutieux. Donc, c'est une solution qui n'est pas une solution idéale, c'est une solution vraiment de contournement. Il y avait Dr. Jim Fan qui disait récemment qu'il ne faut pas se dire que prompt engineering, c'est un métier, parce que ce n'est pas un métier, dans un sens, parce que, en fait, c'est parce que les modèles actuels de langage sont encore incomplets et imparfaits qu'on est obligé de faire du in-context learning. Ensuite, donc, d'autres problèmes similaires à celui-là se posent également en deep learning ou en apprentissage automatique de façon générale. L'un d'entre eux, c'est l'apprentissage multitâche, qui est en fait qu'aujourd'hui, quand on a plusieurs tâches à entraîner, on ne sait pas encore comment exactement faire pour éviter des interférences négatives entre ces différentes tâches. D'autant plus que, en fait, ces paramètres-là de ces modèles-là sont entièrement connectés. On ne peut pas les distinguer les uns des autres. Donc, ce qui affecte négativement la tâche A ou la tâche B ou la tâche C, on ne sait pas exactement les dissocier. Autre chose en apprentissage continu, le continuous learning, il y a ce qu'on appelle l'oubli catastrophique, le catastrophic forgetting. Donc là aussi, c'est juste le fait que quand on apprend continuellement, au fur et à mesure qu'on apprend, il y a le risque d'oublier ce qu'on a appris précédemment. Donc ça, c'est des cas qui émergent très souvent en apprentissage continu. Eh bien, tout ça, en fait, il y a des pistes de solutions qui sont régulièrement cherchées pour essayer de résoudre cela. Et c'est là que la modularité entre en jeu. Donc, aujourd'hui, bon, on va dire que c'est un domaine qui est émergent parce que c'est une approche qui n'était pas, qui est plus ou moins nouvelle. Mais en réalité, quand on regarde de plus près, la modularité, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Donc, déjà, je donne ici juste 3 exemples. Dans la biologie, si les êtres vivants sont aussi performants et qu'ils savent s'adapter aussi bien, et que quand, par exemple, une personne est blessée ou a un membre qui a un problème, que ça se régénère tout seul, etc., bien, c'est parce que les êtres vivants sont composés tous, sans exception, de cellules. Donc, ces cellules, ce sont des composants modulaires, interchangeables, remplaçables et autonomes. Et donc, c'est cette façon modulaire dont les êtres vivants sont constitués, en fait, qui leur donne ces capacités d'adaptabilité extraordinaires. Dans le génie civil, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le préfabriqué, qui s'est carrément répandu. Donc, vous avez des composants qui sont préfabriqués et qui sont standardisés. Et cela, ça permet d'avoir, en fait, des constructions qui sont construites à un rythme absolument énorme. Aujourd'hui, si on est capable de construire le stade Maître Abdoulaye Wade en un temps record, c'est grandement dû à cette modularité-là. Même si un composant manque, on sait aller en chercher un autre et venir le remplacer. Le même type de concept est visible aussi en informatique. Donc, en informatique, je ne vous apprends rien. Les microservices sont là. Donc, qui consiste à décomposer les applications en de petits services indépendants et qui communiquent. En fait, ces services-là sont déployés si c'est du cloud native, sont déployés dans des conteneurs et sur le cloud. Et cela permet en fait une modularité qui est absolument extraordinaire. Et c'est ce qui a permis cette nouvelle génération de grandes applications. Et c'est des articles qui sont utilisés par les plus grandes compagnies telles que Google, Netflix et autres. Donc, cette modularité-là qui, presque partout où elle passe, est bénéfique, on aurait plutôt intérêt à l'amener du côté du deep learning. Et c'est quelque chose qui est fait depuis quelques années. Du coup, ce papier-ci, qui est modular deep learning, c'est ce qu'il cherche à faire.
Donc, il a été publié récemment, en février dernier. Et donc, ce qu'il cherche à faire, c'est juste faire un survey. Littéralement, ça veut dire étude. Ici, c'est juste une vue d'ensemble d'un sujet. Donc, ça va être un survey sur les architectures modulaires et leurs applications en apprentissage profond. Donc, les auteurs de ce papier, ils sont au nombre de 4. Notamment, on peut noter Jonas Pfeffer, qui a écrit beaucoup d'articles extrêmement populaires sur l'apprentissage par transfert. Et Sébastien Rudel aussi, qui est dans le même domaine et qui est aussi plus ou moins une idole. Je pense Dergen l'avait rencontré à Tunis. Donc, oui, c'est un papier écrit par des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'apprentissage profond modulaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est juste des essais. Et des papiers ont pu montrer, en tout cas, des papiers de 2019, 2022, etc., que les réseaux de neurones profonds se prêtaient plutôt bien à la modularité. Et donc, aujourd'hui, si on devait définir l'apprentissage profond modulaire ou modular deep learning, ce serait juste ce champ émergent de l'apprentissage profond où les modèles sont décomposés en des unités de calcul autonomes et spécialisées. Et c'est cela qu'on va appeler des modules. Après, le problème se pose. Comment faire pour décomposer ces architectures classiques que l'on connaît, nous, qui sont à l'état de l'art et qui font la majorité de ce qu'on veut, en des architectures modulaires? Et bien, ça, c'est la problématique à laquelle beaucoup de recherches s'attaquent. Et en fait, ce papier couvre l'intégralité, ou bien de façon générale, l'intégralité de ce qui a été fait jusqu'ici. Avant d'aller dans les architectures modulaires, il y a d'abord les avantages de la modularité. Qu'est-ce que ça nous apporte au niveau de l'apprentissage profond d'essayer de passer à des architectures modulaires? Déjà, on gagne en performance le plus souvent. Donc, comme on l'avait dit, par exemple, dans l'apprentissage multitâche, il y a des interférences négatives entre les tâches qui influent négativement sur les scores qu'on va avoir. Donc, le fait d'avoir des architectures modulaires, ça permet d'éliminer ces interférences et d'améliorer les performances. En termes d'efficience, également, il y a ce qu'on appelle le parameter efficient fine-tuning. On va y revenir après. Je pense que beaucoup sont à l'aise avec ça. Donc, passer à des architectures modulaires, ça peut permettre, en tout cas, quand on a à adapter un modèle à un nouveau domaine, d'être extrêmement conservatif en termes de paramètres, donc extrêmement efficient. Il y a aussi l'adaptabilité qui est extrêmement important. Donc, quand on a les architectures modulaires, on peut adapter un modèle à une nouvelle tâche très facilement en rajoutant, par exemple, juste un nouveau module. Tandis que, par exemple, si on devait adapter de façon classique un modèle à une nouvelle tâche, c'est tout le modèle qu'il faut réentraîner parce que le fine-tuning de façon générale, ou bien de façon naïve, réentraîne tous les paramètres du modèle. Il y a aussi l'intelligibilité qui aujourd'hui est un sujet absolument crucialissime. Donc, l'intelligibilité aussi, c'est un axe sur lequel le modular deep learning peut beaucoup aider. Parce que quand vous construisez une architecture de façon modulaire, en fait, vous êtes capable de faire ce qu'on appelle de la composabilité. De dire, je vais faire tel module pour tel rôle, tel module pour tel rôle. Et au final, vous savez quel est le rôle de chaque module dans la prédiction finale. Ça vous fait gagner en intelligibilité. Donc, c'est des avantages qui sont absolument non négligeables à l'état actuel du deep learning. Et c'est ce qui justifie en fait l'importance de ce nouveau champ. Donc, ensuite, le papier lui-même présente les différents composants qui sont nécessaires pour qu'on puisse dire ça, c'est une architecture modulaire. Et aussi, c'est ces différents composants en fait qui vont différencier les différents types d'architecture modulaire qui existent. Donc, ils sont au nombre de 4. La fonction de calcul qui va dire en fait comment les modules sont implémentés architecturalement, la fonction de routage, donc qui va dire lorsqu'on va, que ce soit en entraînement ou en inférence, quels sont les modules qui seront actifs. Donc la fonction d'agrégation qui, une fois que les modules auront fait leur prédiction, va agréger le tout, et les paramètres de la formation. Parce qu'en fait, il y a différentes façons d'entraîner des modules en deep learning. Donc, nous allons juste passer à travers ces 4 types-là, les uns après les autres. Donc, d'abord, avec la fonction de calculant. Donc,
Un module, en fait, il peut être constitué par n'importe quel composant d'un réseau de neurones. Donc, de façon générale, un réseau de neurones, c'est juste une composition de fonctions de calcul. Et c'est donc, en fait, juste n'importe quel composant d'un réseau de neurones qu'on généralise par le terme fonction de calcul. Donc, un module, c'est une fonction de calcul qui effectue un traitement spécifique et qui est basé sur les architectures du deep learning. Donc, il existe principalement trois façons. Après, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on peut avoir des modules indépendants, mais la plupart du temps, les architectures qui existent actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un modèle de base monolithique et ils y rajoutent des modules. La plupart des modèles actuels. Et c'est en ce sens-là, en fait, qu'on va avoir différentes façons de rajouter des modules, en fait, des composants modulaires à une architecture préexistante. Et on va distinguer à ce moment-là trois types de compositions pour pouvoir relier ces modules à une architecture préexistante. Donc, il y a ce qu'on appelle la composition de paramètres, il y a ce qu'on appelle la composition d'entrée, il y a ce qu'on appelle la composition de fonctions. Donc, dans la composition de paramètres, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a un réseau clairsemé qui fait irruption dans le modèle initial. Donc, par exemple, c'est ce qu'on voit avec les stratégies de pruning. Donc, pour pouvoir, en fait, réduire les paramètres qui sont au niveau d'une couche ou bien au niveau d'une partie du modèle, tout en gardant un certain nombre de performances. Donc, c'est aussi ce qu'on voit avec d'autres techniques telles que les low-rank adapters, les adapteurs à bas rang, donc comme LoRa, qui aussi, eux, essaient d'avoir une matrice de faible rang qu'ils vont composer avec les paramètres d'une couche de réseau de neurones précédente. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire de revenir sur l'architecture de LoRa, peut-être après, si dans les discussions. En fait, c'est ça la composition de paramètres. Ça rajoute, en fait, un module au niveau des paramètres du modèle, soit de façon clairsemée ou bien en ajoutant des paramètres à faible rang. Il y a ce qu'on appelle la composition d'entrée. C'est ce qu'on voit avec le préfixe tuning ou le prompt tuning aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a de petits modules, des intégrations continues qu'on va rajouter au niveau des entrées d'un modèle déjà existant. Il y a ce qu'on appelle enfin la composition de fonctions. C'est-à-dire que là, plutôt que d'ajouter des paramètres ou de rajouter des entrées, c'est carrément des fonctions, c'est-à-dire des couches ou bien des fonctions de calcul entières qu'on va insérer à chaque partie du réseau de l'architecture du modèle préexistant. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui avec les adaptateurs, donc c'est un mot qui revient très souvent ici, parce qu'en fait, c'est quasiment le plus bel exemple de ce qui se fait en termes d'architecture modulaire. Ces adaptateurs qui sont insérés à chaque couche d'un modèle de transformer et qui aujourd'hui permettent de les fine-tuner avec énormément de gains en termes de ressources. Dans le papier également, ils ont mis un beau tableau comparatif qui compare en fait les différentes façons d'intégrer des modules à un modèle et pour chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Ce qu'on veut voir, c'est que pour la composition de fonctions comme avec les adaptateurs, bon, c'est pas très efficient en termes de paramètres. Par contre, c'est très efficient dans l'entraînement du modèle et c'est aussi très, très performant. Il y a ce qu'on appelle la composabilité et on voit en fait que, bon, de façon générale, toutes les architectures modulaires se prêtent très bien à la composabilité. En fait, c'est un tableau qui est très, très intéressant et qui peut, par exemple, permettre à quelqu'un qui veut intégrer de la modularité dans un modèle préexistant de savoir vers quoi il doit se tourner. Ça, c'était pour la fonction de calcul. L'autre composant important des modèles, des architectures modulaires, c'est la fonction de routage. En fait, la fonction de routage décide juste lorsqu'on a une entrée qui est disponible, soit en fonction de cette entrée-là ou en fonction de métadonnées. Donc, quels seront les modules qui vont être actifs? Parce que ce n'est pas forcément tous les modules qui vont être actifs pour n'importe quel type d'entrée. Ça, la raison pour laquelle ce n'est pas n'importe quel module qui est actif pour n'importe quel type d'entrée, c'est quelque chose qui est inhérent, en fait, à la définition de base des modules, c'est la spécialisation. Chaque module doit être spécialisé dans une tâche spécifique
et donc doit pouvoir tirer, en fait, extraire l'information pertinente pour un certain type d'entrée. Et donc, comment décider quel module est actif pour quel type d'entrée? En fait, c'est ça que fait la fonction de routage, en attribuant de façon générale un score alpha à chaque module pour dire s'ils seront actifs ou pas. Dès lors, en fait, il y a deux façons principales de définir cette fonction de routage, soit de façon fixe avec un expert humain qui a des a priori, une connaissance a priori sur le modèle et en fait sur les données, qui va lui-même mettre des paramètres qui vont décider quels modules sont actifs et quels modules ne le sont pas. Ou bien, on peut régler cette fonction de routage de façon apprise. Et donc, dans ce cas-là, on distingue, c'est ce que vous voyez avec la figure en bas. Donc, soit c'est un routage fixe, soit c'est un routage qui est appris soit de façon dure, c'est-à-dire que dans ce cas-là, les paramètres, ou bien les scores attribués par la fonction de routage seront juste des entiers. Donc, soit binaire, soit le module est actif, soit il est éteint. Tandis qu'il y a aussi ce qu'on appelle les fonctions apprises de façon souple. Dans ce cas-là, c'est juste une probabilité qu'on va donner à chaque module d'être actif ou pas. Et en fait, cette dernière approche-là, pourquoi elle est intéressante, c'est parce qu'elle se prête à la descente de gradient, d'autant plus que dans ce cas-là, les modules, les scores attribués, en fait, sont des valeurs continues qu'on peut apprendre avec la descente de gradient. Pour les deux autres cas, c'est pas possible d'apprendre avec la descente de gradient. Donc, du coup, il y a beaucoup d'autres approches que l'apprentissage par renforcement ou bien d'autres méthodes d'optimisation qui vont être utilisées pour apprendre ces paramètres-là. Le troisième composant important des architectures modulaires, c'est la fonction d'agrégation. Donc, la fonction d'agrégation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle détermine, une fois que chaque module a fait une prédiction, comment on va assembler les différentes prédictions qui ont été faites. Donc, ça va être, on va distinguer deux principaux cas. Soit on les assemble de façon déterministe, par exemple par une concaténation naïve, ou bien on utilise carrément un autre réseau de neurones qui va se brancher sur les sorties des différents modules pour prédire la sortie finale. Donc, en fait, c'est cette fonction-là qui va permettre d'agréger les sorties des modules. On va voir qu'en fait, c'est une fonction qui est en tandem avec la fonction de routage. Donc, la fonction de routage distribue les entrées au module et la fonction d'agrégation les rassemble de nouveau. Enfin, le dernier composant qui arrive dans les architectures modulaires, en fait, c'est plus des paramètres. Donc, c'est la façon dont le modèle ou bien les différents modules seront formés. Donc, il y a trois principales catégories de formation qu'on peut voir pour former des modules. Donc, si par exemple, toujours dans le cas où le module est rattaché à un modèle de base, donc, soit on fait ce qu'on appelle du joint training, on entraîne le modèle de façon conjointe avec le modèle de base. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si on est en apprentissage multitâche, les différents modules seront entraînés en même temps que le modèle. Et ça, c'est pour éviter, en fait, ces interférences négatives-là, que les modules sont entraînés en même temps que les modèles, que le modèle de base. L'autre stratégie, c'est ce qu'on appelle le post-hoc adaptation. Donc, dans cette stratégie-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui plus grandement ou plus grossièrement du parameter efficient fine-tuning. Excusez-moi. Oui, donc je reprends. Donc, je disais, le post-hoc adaptation, c'est juste quand on entraîne d'abord le modèle dans ce cas-ci, et qu'après, on entraîne les modules pour pouvoir, en fait, s'adapter à un nouveau paramètre cible. Et c'est le cas du paramètre efficient fine-tuning. Donc, on va voir qu'en fait, le fine-tuning, c'est un cas d'utilisation majeur de la modularité qui revient à peu près partout. Enfin, il y a ce qu'on appelle le continual learning. Et dans cette dernière stratégie, en fait, on apprend de façon continuelle. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on rajoute un nouveau module, en fait, les modules qu'on avait appris précédemment, on va les figer et on va réentraîner que les nouveaux modules qu'on vient de réintroduire pour la nouvelle tâche. Donc, ça, c'est des stratégies de formation qui diffèrent selon les architectures.
et qui peuvent permettre de distinguer un certain nombre d'architectures modulaires qui existent aujourd'hui. Le papier a aussi donné une vue d'ensemble. Je pense que ça va être un peu flou parce que ça va être peut-être un peu petit. C'est un tableau qui récapitule en fait dans le papier les différents types de composants en termes de fonctions de calcul, de fonctions de routage et de fonctions d'agrégation qui ont été proposés dans la littérature durant les dernières années. Et en fait, les expressions mathématiques qui expriment ces différentes fonctions-là. Puisqu'en fait, comme je l'avais rappelé tout à l'heure, c'était des fonctions qu'on pouvait généraliser et qui peuvent être introduites à n'importe quel endroit dans un réseau préexistant. Donc peut-être ceux qui s'y intéresseront pourront aller voir de plus près. Ensuite, des exemples d'architecture modulaire. Ici, par exemple, dans leur papier, ils ont donné ces 3 exemples d'architecture modulaire à un certain niveau. Donc, MATX, lui, c'est une architecture modulaire où on introduit des adaptateurs. C'est ce que vous voyez en, je ne sais pas c'est quoi, c'est un peu rosâtre là, foncé. Moi, je ne suis pas fort avec les couleurs. Oui, c'est les sortes de goulots d'étranglement qui sont au nombre de 3, par exemple, en haut pour MATX. Donc, dans l'architecture MATX, par exemple, on apprend à adapter le modèle à de nouvelles tâches via des adaptateurs. En fait, la fonction de routage ici, c'est une fonction de routage qui est fixe, qui est prédéfinie. Il y a après, à côté, le polytropon. Lui, par exemple, ce qu'il utilise comme type, c'est une architecture où les modules, ce sont des adaptateurs. Donc, les adaptateurs ici, ce sont précisément des adaptateurs LoRa. Donc, ce sont des low-rank adaptateurs. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vont essayer de prendre l'entrée et de la faire passer par une matrice de faible rang. Donc, si la matrice a un rang R qui est très faible, en fait, ça va faire que cette matrice d'adaptation-là va être très efficiente en termes de paramètres. En fait, c'est cette matrice de paramètres-là qui est l'adaptateur qui va être ensuite concaténé avec les résultats qu'on va obtenir avec le modèle figé précédemment et en fait rassembler le tout pour avoir la sortie finale. Donc, toutes les 2 architectures premières, MATX et Polytropon, sont basées sur les adaptateurs. La dernière est basée sur les mixtures d'experts. Donc, ça aussi, c'est un type de modèle, je pense, peut-être beaucoup ont à voir de ce côté-là. C'est un type de modèle qui est très, très intéressant aussi, les mixtures d'experts. Déjà, ils permettent de pouvoir scaler les modèles d'apprentissage automatique à de très grandes tailles parce qu'ils vont en fait splitter le modèle en des parties identiques, mais en plusieurs parties identiques, en fait. Et donc, ici, par exemple, dans les mixtures d'experts, le routage, il est non seulement appris, mais il est souple. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure de l'entraînement qu'on va décider quels modules seront actifs pour telle entrée ou telle autre. Et en fait, c'est aussi très utilisé dans l'apprentissage multitâche. Et dans la littérature, on voit beaucoup de papiers qui sont là, notamment pour essayer de faire en sorte que l'entraînement des mixtures d'experts soit beaucoup plus stable, parce qu'en fait, c'est un des problèmes qui se pose avec les fonctions de routage apprises de façon souple. Donc, elles génèrent des instabilités dans l'apprentissage des paramètres de routage. Donc, c'est un sujet carrément ouvert, les mixtures d'experts, et qui est très recherché à Google. Donc, ensuite, enfin, presque, les différentes applications qui existent pour la modularité et qui sont présentées dans le papier. Il y en avait beaucoup dans le papier. Moi, j'en ai juste pris 3 ici, à titre d'exemple. Mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, la modularité, elle peut être appliquée un peu partout en apprentissage profond. Donc, pour le parameter efficient tuning, c'est carrément l'une des principales applications de la modularité. Car elle permet juste de pouvoir adapter un grand modèle de langage ou bien un grand modèle de vision ou multimodal, quoi qu'il en soit, à une nouvelle tâche, mais ce de façon efficiente, en diminuant les besoins en calcul et en stockage. Et ce qui est bien avec ça, c'est que en fait, l'adaptation des modèles via des adaptateurs, par exemple,
quasiment arrive à égaler les paramètres du supervised fine-tuning. Donc, les modifications donc, qui sont spécifiques à la tâche en aval ici ne vont mettre à jour que des modules légers qui, la plupart du temps, sont les adaptateurs. Je ne sais pas si Master Dergen est là, mais par exemple, à droite, par exemple, à gauche plutôt, la figure qu'on a, par exemple, c'est une figure d'architecture avec ce qu'on appelle des hypernetworks. Ces hypernetworks, en fait, ils vont juste conditionner les paramètres de l'adaptateur via, en fait, une condition qui va être une concaténation d'un certain nombre de valeurs. Par exemple, cette architecture à gauche-là, elle permet d'adapter un modèle à l'apprentissage multilingue. Et ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire une tâche X, une langue Y, et pour une couche Z, on va concaténer ces trois informations-là et conditionner l'adaptateur sur ces trois informations-là. Et en fait, ça va permettre d'apprendre de façon non seulement modulaire, mais en fait, de façon conditionnée, plusieurs langues. Et on voit que ça donne de très, très bons résultats dans les langues à faible ressource. En fait, il y a plusieurs variantes d'adaptateurs et cet exemple en est juste un. Et les applications, en tout cas, du paramètre efficient tuning sont très, très larges. L'autre application que j'ai mise ici et qui est parmi les applications qui ont été citées dans le papier de recherche, c'est l'apprentissage multimodal. Donc, dans le cas de l'apprentissage multimodal, ce qu'on fait, en fait, c'est que juste les informations sur les différentes tâches et les différentes modalités, on va les capturer dans des modules séparés. Donc, ça va éviter les interférences négatives déjà. Et c'est des architectures qui sont déjà utilisées. Hein. Par exemple, le modèle Flamingo de DeepMind, ils se sont basés déjà à la base, ils se sont basés sur l'architecture de Chinchilla, donc qui est un modèle de langage à 70 milliards de paramètres. Donc, ils sont basés sur l'architecture de Chinchilla et sur des visions encodeurs pré-entraînés et qu'ils ont figé. En fait, les seules choses qu'ils ont réentraînées, eux, c'est des couches d'adaptation qu'ils ont conditionnées sur les entrées visuelles et les entrées textuelles. Donc, c'est une stratégie qu'ils ont utilisée et qui a donné de très, très bons résultats. Aujourd'hui, le modèle Flamingo est un excellent modèle dans le cadre multimodal. Et donc, c'est un exemple de cas pratique ici, là où la modularité peut servir. Il y a aussi ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement hiérarchique. C'est juste, comme je l'ai dit, une parmi les nombreuses applications que j'ai prises dans le papier de recherche, et c'est la dernière ici. Bon. Oui. Donc, je ne sais pas si vous voyez toujours l'écran, mais je ne vois plus mon écran. Oui, on voit toujours. OK. Donc, l'apprentissage par renforcement hiérarchique, c'est juste, par exemple, lorsqu'on doit décomposer une politique d'apprentissage par renforcement en sous-politique. Ça arrive le plus souvent lorsqu'on doit apprendre sur de très longues périodes ou qu'on a des récompenses qui sont assez rares en apprentissage par renforcement. Donc, de ce fait, on sera obligé de décomposer ça en différentes étapes puisque les périodes sont assez longues et ces différentes étapes vont arriver sous forme de sous-politiques. Ces sous-politiques-là vont introduire elles-mêmes des défis liés à la spécialisation et à l'espace d'action. Et dès qu'on parle de spécialisation, immédiatement, on est renvoyé à la modularité. Donc, par exemple, avec la figure à gauche, vous allez voir que, par exemple, ici, on est dans un jeu très simple, par exemple, où le triangle est censé apprendre une politique. Si vous voyez la première image, par exemple, il va d'abord apprendre une politique Pi1 qui va l'amener vers le bois, avant d'apprendre une politique Pi2 qui va l'amener vers la table, la table d'apprentissage, le workbench là. C'est la même chose avec l'autre image. Il apprend d'abord à apprendre une politique qui va le mener vers le premier objet, avant d'apprendre une seconde politique qui va le mener vers un autre objet. En fait, le fait d'apprendre ces sous-politiques-là, ça va nous permettre de dire on peut apprendre ces politiques dans des modules séparés, et ça va permettre d'améliorer les performances. Il y a beaucoup de recherches qui a été faite dans la littérature depuis 2017 sur ça, et beaucoup de modèles qui sont aussi dans le papier.
les dernières sections que j'ai prises dans le papier, c'était un peu plus sur leur future work là, leur travail futur. Donc, ils ont dégagé beaucoup de possibilités de recherche, en tout cas pour les chercheurs qui travaillent dans différents domaines, de pouvoir se dire qu'est-ce qui est à faire maintenant, qu'est-ce qui reste à faire dans l'apprentissage modulaire. Déjà, ils ont proposé la combinaison de différents types de fonctions de calcul. Donc, j'en avais présenté plusieurs tout à l'heure, des fonctions de calcul. Pouvoir les combiner et voir en fait ce que ça donne. C'est une piste de recherche qui n'est pas encore explorée. La structure des modules apprises, c'est-à-dire que par exemple, quand on a un module aujourd'hui, de façon générale, on se dit, on définit préalablement quelle est l'architecture du module, mais on peut chercher l'architecture du module la plus efficiente à travers du Neural Architecture Search. Et ça aussi, c'est une piste de recherche. La normalisation de l'évaluation de la modularité, la nature des représentations modulaires, c'est-à-dire théoriquement une représentation modulaire. Comment justifier théoriquement que la modularité puisse permettre de gagner en performance? La modularité hiérarchique, c'est-à-dire d'avoir des modules qui vont apprendre pour certains des features bas niveau, d'autres des features beaucoup plus haut niveau, etc. Ils en ont donné ici aussi beaucoup d'autres, hein, des pistes de recherche qui restent à explorer. Donc, en perspective de ce papier de recherche, ce que moi, personnellement, je pourrais dire que la modularité pourrait permettre de faire, c'est déjà de débloquer beaucoup d'architectures qui vont résorber les limitations des modèles actuels. Donc, en termes, déjà, les grands modèles, les limitations qu'ils ont actuellement, pour pouvoir être fine-tunés, et aussi dans de nombreux autres domaines où la modularité pourrait être utile. L'autre chose que je vois aussi, c'est que la modularité pourrait grandement participer à la démocratisation des modèles au sein de la communauté. Donc, déjà, notamment, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le off-site tuning. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ce papier-là. Par exemple, qui propose juste quand le owner du modèle doit avoir à fine-tuner son modèle sur des données privées d'une entreprise, par exemple. Il lui envoie juste l'adaptateur, l'entreprise fine-tune l'adaptateur et renvoie l'adaptateur au propriétaire du modèle. Le propriétaire du modèle emporte l'adaptateur dans le modèle final et lui renvoie le modèle final, sans pour autant que l'entreprise constructrice du modèle n'ait à avoir accès aux données de l'entreprise. Donc, ça déjà, ça a un grand impact en termes de privatisation des données, qui est un sujet aussi qui est assez important actuellement. Et aussi, ça peut permettre de démocratiser beaucoup de modèles. Si on se dit que demain, on aura des modules pour chaque modèle, c'est-à-dire que là, on se retrouve avec des trucs beaucoup plus lightweight que chacun va pouvoir utiliser lui-même et faire des résultats là-dessus. Après, évidemment, il y a de nombreux défis qui restent à relever. Et pour moi, c'est ce qui est vraiment intéressant dans ce papier qui s'ouvre à ce nouveau domaine-là, c'est que lorsqu'on a un domaine qui est déjà assez prometteur et dont les défis sont solvables à court terme, on peut se dire que c'est un domaine qui devient dès lors absolument privilégié. Donc, ça peut être intéressant pour tout le monde de s'y initier. Donc, je pense que c'était tout pour cette présentation. Merci de votre attention. Donc, après, s'il y a des questions, suggestions, puisque je suis quand même débutant dans le domaine de l'apprentissage automatique, hein, c'est clair. Donc, et correction, je suis à votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Aimeru, pour cette présentation. Donc, il y a quelques messages dans le chat. Je vais voir s'il y a des questions là-bas. D'accord. Oui, ah bah, tu peux y aller, hein. Tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole. D'accord, merci beaucoup. Merci Ismaïla, merci à Amiro pour la présentation. Moi, j'ai juste deux questions. Pour la première, c'est plus pour la première, je me demandais si, voilà, au niveau du temps, au niveau de la complexité, est-ce que c'est pas un backdrop? Parce que là, je vois que, par exemple, de la programmation modulaire, de l'infographie, lorsqu'on fait de la programmation modulaire, on ne perd pas en termes de complexité. Mais ici, je vois qu'avant de faire les applications, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des fonctions et ensuite au niveau de l'agrégation. Donc, je me demande un peu si cette méthode-là, si les avantages peuvent en valoir le coup, et si cette méthode-là ne permet pas de perdre en termes de complexité.
Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est au niveau de l'agrégation. Parce que lorsque vous parliez de l'agrégation, vous disiez qu'il y a deux façons d'agrégation. La première qui permet de faire juste une concaténation et la deuxième qui est apprise. Mais c'est ça que je ne trouve pas l'intérêt. C'est quoi? Désolé, je n'ai pas lu l'article, mais c'est quoi l'intérêt de cet apprentissage au niveau de l'agrégation? Parce que je me dis que lorsque les modèles ont déjà appris, chaque modèle a son résultat et tout, chaque module a déjà son résultat. Si on fait ensuite un apprentissage, il y aura quelque chose d'adverse qui se passera. Et voilà, je ne vois pas trop c'est quoi la raison pour laquelle ils apprennent au niveau de l'agrégation. Merci beaucoup. Oui, merci. Je pense que c'était Abba. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. D'accord. Donc, déjà, merci pour ces remarques qui sont très, très pertinentes. Hein. Pour l'apprentissage, déjà, en termes de complexité, bon, je pense, là, peut-être, c'est tout à fait le contraire, j'ai envie de dire. C'est tout à fait le contraire. En termes de complexité, passer à une architecture modulaire, l'un des principaux avantages, c'est d'être efficient en termes de paramètres. Donc, je pense que ça, je l'avais présenté à une diapositive. Je vais revenir là-dessus. Voilà. Je pense que c'était ici. Donc, en fait, l'efficience en termes de paramètres est l'un des principaux objectifs de la modularité. Pourquoi? Parce que, par exemple, aujourd'hui, si vous vouliez, déjà, que ce soit au niveau de l'entraînement, que la même chose au niveau de l'inférence. Si aujourd'hui, on voulait faire apprendre, et puis le cas, il est même assez naïf. Hein. Si on veut fine-tuner un modèle de langage entier en termes de complexité de temps de calcul. Je pense qu'il y a même des travaux qui essaient d'essayer de mesurer ça. C'est absolument énorme. Lorsqu'on a, par exemple, des adaptateurs qui sont des modules qui sont les seuls à être appris, en fait, ces adaptateurs-là ont très, très peu de paramètres. Et donc, en termes de complexité, apprendre les paramètres de ces adaptateurs-là, je pense bien que ça génère très, 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 très peu de complexité en termes de calcul comparé au fine-tuning du modèle complet. Donc là, bon, je ne vois pas trop, en fait, comment est-ce que utiliser une architecture modulaire dans ce sens-là pourrait augmenter la complexité en termes de calcul. Bon, peut-être après, tu pourras revenir là-dessus. Après, ce que je trouve beaucoup, la seconde question, bon, je pense que c'était... tu peux me rappeler la seconde question? Ouais, c'est au niveau de l'agrégation. Ouais, l'apprentissage qui se fait au niveau de l'agrégation. Oui, l'apprentissage qui se fait au niveau de l'agrégation. Mais en fait, il faut juste voir qu'en fait, cet apprentissage-là, c'est juste une transformation qu'on fait sur ces différentes agrégations. Hein. C'est juste une transformation qu'on fait. Imagine aujourd'hui, par exemple, quand on est en apprentissage multitâche classique, ce qu'on fait, c'est qu'on a différentes couches qui apprennent qui apprennent des représentations partagées entre différentes tâches. Et en fait, à la sortie, on va quand même reprendre cette sortie-là des couches partagées et les remettre en fait dans d'autres réseaux de neurones qui vont encore recalculer pour pouvoir s'adapter à une tâche beaucoup plus spécifique. Ici, par exemple, si on introduit un réseau de neurones pour apprendre à partir de ces sorties-là, par défaut, le réseau de neurones, il peut modéliser une fonction simple à une fonction complexe. Si, par exemple, peut-être tu peux me dire que, par exemple, et je l'avais souligné à un certain moment, là-dessus, tu pourrais carrément avoir raison. Donc, par exemple, si on a des fonctions d'agrégation qui sont apprises, ça peut perturber le modèle, c'est-à-dire faire du overfitting, on surapprend alors qu'on aurait juste dû concaténer les sorties. Mais en fait, ça va vraiment dépendre de la complexité du modèle qu'on est en train de créer. C'est-à-dire que pour avoir une sortie finale crédible, on peut soit avoir juste besoin de concaténer, par exemple, les différentes sortes des différents modèles, des différents modules. Mais en fait, il faut voir qu'on peut aussi se retrouver dans le cas où les différentes tâches
apprennent des trucs carrément différents qui sont dans des espaces complètement différents. Après, il faut arriver à refaire, en fait, le link entre ces différents espaces-là que chaque module a appris. Un module peut être un modèle convolutif, un autre module juste être un simple réseau de neurones feed-forward. Les sorties ne sont même pas dans des dimensions similaires, en fait. À ce moment-là, on a effectivement besoin d'apprendre à recombiner ces différentes sorties-là. Et dans ce cas-là, moi, je trouve personnellement que c'est pertinent de mettre un modèle pour apprendre à recombiner ces sorties-là. Tandis que dans d'autres cas, effectivement, si on a des modèles qui sont tous identiques, des modules qui sont tous identiques et qui apprennent et qui donnent des sorties qui sont carrément de la même nature et de la même taille, une simple concaténation ou bien une simple addition, dans tous les cas, une simple opération devrait suffire. Donc, je ne sais pas, tu peux revenir là-dessus. Merci beaucoup, c'est très clair, c'est très, très clair. Merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à demander la parole et juste à activer votre micro pour poser vos questions. D'accord. Je vais peut-être regarder les messages sur le chat. Quelques messages, mais je pense que c'est plus des suggestions. Donc, ce serait intéressant OK. d'avoir un framework basé autour de ça. Donc, comme ça, on pourrait concevoir des modules de manière à pouvoir en déduire un graphe avec différents modules et générer une nouvelle architecture entraînable adaptée à un besoin spécifique. Gérer dynamiquement le routage, les paramètres, etc. sera un cauchemar. Donc, ça, c'est le commentaire de Harry Potter. Donc, il dit ce qui est en fait l'une des grosses limites des adapteurs pour chaque langue. Donc, pour chaque langue, il faudra un adapteur spécifique et une copie du modèle qui va accueillir cet adapteur. Donc, il y a le lien de je pense effectivement la limitation qu'il cite ici, c'est une limitation qui existe, qui est très pertinente, mais aussi que les gens ont prise en compte. Je pense que j'avais présenté ça aussi à une diapositive. Je vais revenir sur cette diapositive-là. C'est celle-ci, sur le paramètre efficient fine-tuning. Tout à l'heure, j'avais dit que le modèle et l'architecture qui est à gauche là, que c'était un hyper-network. Donc, c'est en fait une architecture qui prend en compte ce genre de choses-là. Ici, avec un seul type d'adaptateur, on peut apprendre, par exemple, pour plusieurs langues. On n'a pas besoin d'avoir un adaptateur pour chaque tâche spécifique. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on conditionne l'adaptateur sur un embedding, une intégration des différentes informations en fait qui vont changer suivant la tâche. Par exemple, ici, je le disais tout à l'heure, ce qu'on va avoir, c'est le module en noir là que vous voyez. Hein. C'est juste une intégration qui va concaténer trois choses. La tâche, la langue et le numéro de la couche de l'adaptateur. En fait, c'est ces informations qu'on va concaténer et on va conditionner l'adaptateur sur ces informations-là de façon à ce qu'on va pouvoir apprendre sur différents trucs à la fois et les adaptateurs, à chaque fois qu'on va lui dire, cette fois-ci, on est sur telle langue, il va pouvoir être conditionné sur cette langue et s'adapter à nouveau. Donc, c'est effectivement une limitation de l'approche naïve des adaptateurs, mais d'autres architectures comme les hyper-networks là permettent de régler ces limitations-là. Ok. Donc, comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question qui est liée aux interférences négatives. Parce que, bon, j'ai pas beaucoup travaillé sur du multitâche, mais la seule fois où j'ai travaillé sur du multitâche, je me suis rendu compte que, en fait, si j'entraînais différents réseaux sur différentes tâches et qu'ensuite j'entraînais le même réseau à faire les trois tâches en même temps, le réseau qui était entraîné à faire plusieurs tâches en même temps faisait mieux sur les autres tâches que les réseaux qui étaient entraînés individuellement. Donc, je comprends pas. Est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'on a vraiment vu des exemples où faire du multitâche avait un effet négatif sur les tâches individuelles ou pas? D'accord. Oui, si, c'est très fascinant. En fait, bon, je pense même tu vas plus maîtriser la réponse que moi. Parce que si tu regardes, en fait, quand on a différentes tâches, l'objectif de l'apprentissage multitâche classique, c'est de se dire ces tâches-là différentes ont des similarités entre elles.
Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, on a à gagner à apprendre de ces tâches conjointement pour pouvoir apprendre des similarités qu'il y a entre ces différentes tâches. Et c'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on combine différentes tâches sur une architecture unique, on bénéficie de ces similarités-là et on gagne en performance. Après, le truc, c'est que quand on a des tâches différentes, elles ont et des similarités et des dissemblances. En fait, le résultat que tu vas avoir, c'est-à-dire que c'est le résultat de tes similarités moins tes dissemblances, en fait. C'est-à-dire que si tu fais de l'apprentissage multitâche et que tu te retrouves avec un bien meilleur score, c'est parce que les tâches sont assez similaires pour que les ressemblances prennent le pas sur des dissemblances. Mais en fait, les dissemblances, toujours, vont exister à l'intérieur. Et le modèle, en fait, il peut avoir du mal à pouvoir faire la part entre ces différentes dissemblances, de façon à ce qu'en fait, les dissimilarités entre les différentes tâches n'influent pas négativement sur le résultat final. Je pense que, en tout cas, tel que moi je l'ai compris, c'est ça qui fait que, en fait, lorsqu'on a des architectures modulaires, par exemple, le but de ces architectures modulaires, c'est d'arriver à apprendre et des ressemblances et des dissemblances entre ces différentes tâches-là. Bon, je pense que c'est ça que font les mixtures d'experts là que j'avais présenté tout à l'heure. Peut-être c'est à approfondir, moi je ne maîtrise pas complètement. Mais c'est comme ça que je l'avais compris, en fait. C'est comme ça que je l'avais compris. D'accord. De toute façon, ça a l'air de, ça tient la route. C'est intuitif, comme tu l'as expliqué. Même si, ouais, je pense qu'il y a vraiment à creuser là-bas. Parce que je pense qu'il y aurait moyen de, bon, peut-être que la réponse c'est la modularité, hein. Je pense qu'il y aurait moyen de faire en sorte de bénéficier de tout ce que ces choses ont en commun, sans que les choses les sujets, on va dire, sur lesquels elles ont des différends, n'aient un effet négatif. Parce que bon, pour moi, il y aurait Exactement. moyen de faire en sorte que ce soit juste une sorte de régularisation. Et d'ailleurs, que ça aide à ne pas faire d'overfitting, en fait, puisque j'ai différentes tâches. Donc, Exactement. voilà, il y aura une sorte de régularisation de certaines tâches sur d'autres qui vont faire en sorte que le modèle ne va pas trop se focaliser sur certaines choses et éviter l'overfitting. Mais bon, je pense que toutes ces directions sont des directions vraiment intéressantes à poursuivre. Tu as parfaitement résumé le truc. Donc, s'il y a d'autres qui veulent intervenir, faut surtout pas hésiter. Bonjour. Bonjour. Ah, merci, c'est Mortala Gueye. Merci Amir de la présentation, merci Ismaël. En fait, moi j'ai une petite question par rapport au modèle de langue, les modèles de langue multilangue. Par exemple, si ce modèle n'est pas entraîné sur une langue donnée, par exemple le Wolof, est-ce que je peux faire un adapteur fine-tuning pour la langue Wolof, alors que dès lors que le modèle de base n'était pas entraîné, par exemple, sur le Wolof? Qu'est-ce que cet adaptateur-là, modularité-là me permet Ok, dans ce cas? d'accord. Par Bon. exemple, j'utilise un modèle de question answering qui est entraîné sur la langue, mais pas le Wolof. Là, je veux utiliser cette modèle de base-là que je dois fine-tuner pour la langue Wolof. Qu'est-ce que cette modalité-là me permet? Merci. Ouais. Je dois avouer que tu me poses une question qui me pose un peu problème. Je vais t'expliquer un peu moi ce que j'en comprends. Donc, en fait, le cas classique, déjà, c'est le cas où on a entraîné, le modèle est pré-entraîné sur la langue, il est pré-entraîné sur la langue et il est fine-tuné, c'est-à-dire on utilise un adaptateur pour une langue que le modèle a déjà connue durant l'entraînement. Si c'est pas, par exemple, avec les adaptateurs, si tu veux adapter un modèle de langage à une nouvelle langue qu'il n'a pas vue durant l'entraînement, tu es obligé de retourner dans le pré-entraînement, d'étendre le modèle à la nouvelle langue avant de revenir fine-tuner le modèle. Ça, c'est le cas classique. Maintenant, avec les adaptateurs, est-ce qu'il faut refaire du pré-entraînement étendre le modèle sur la nouvelle langue avant d'entraîner un adaptateur sur la nouvelle langue ou pas?
franchement, j'ai pas la réponse. Parce que je sais pas si Dergen est là. Lui, il aurait pu répondre à cette question. Lui, il aurait pu répondre à cette question. Moi, personnellement, j'ai jamais essayé. Mais il sait que si c'est pas avec les adaptateurs, on est obligé de retourner, étendre le modèle à la nouvelle langue avant de revenir le fine-tuner. Pour les adaptateurs, je suis pas sûr. Merci de la réponse. Merci Aïmerou. Et bon, c'est juste un avis naïf, hein, parce que je suis absolument pas aussi outillé que Aïmerou sur les questions. Mais peut-être que si on pouvait avoir un adaptateur sur les inputs, donc en gros faire quelque chose qui serait comme la composition d'input, mais juste transformation d'input en fait. Où on prendrait la langue Wolof, on aurait un adaptateur qui va convertir ce qu'on a en Wolof vers quelque chose sur lequel le modèle pourrait avoir de bonnes performances. En gros, on aurait un adaptateur en deux temps, en entrée et en sortie. Donc, on aurait qui va convertir l'entrée du Wolof vers quelque chose que notre modèle pré-entraîné peut comprendre. Et derrière, il va aussi décoder. C'est comme si j'utilisais un traducteur, en fait. Donc, tu me traduis du Wolof vers l'autre, sauf que je ne fais pas vraiment la traduction. Et une fois qu'il a traité, donc, tu retraduis vers le Wolof. Je pense que ce serait quelque chose de possible. Quelle quantité de données serait nécessaire? J'ai aucune idée. Est-ce que c'est réellement faisable? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'on peut tenter. D'ailleurs, Ouais, ouais. Mortala, tu peux tenter ça et si ça marche, tu nous tiendras au courant. On sera content d'entendre que ça a marché. C'est sûr, c'est sûr. Il est très ingénieuse, en tout cas. Ce serait vraiment très possible même. Parce que, bon, par exemple, pour la composition d'entrée qui existe ici, par défaut, les deux entrées sont dans la même langue. Les entrées qu'on compose sont dans la même langue. Mais effectivement, on peut imaginer, par exemple, avoir un adaptateur qui convertit la langue source vers une intégration qui est compréhensible par le modèle et ensuite on lui passe ça. C'est ça. C'est Et C'est donc, à explorer. derrière, on Je pense que récupère. l'idée d'Ismaël est à explorer, hein, parce que nos langues, la plupart des modèles préentraînés, on ne peut pas trouver nos langues locales là. Donc, si on a cette étape-là qui permet de bons résultats, je pense que Oui, ça, ce serait une chose. Donc, autre chose, je pense que j'avais vu passer un modèle qui s'appelle No Language Left Behind. Soit je sais plus si c'est Facebook ou Google qui avait entraîné un modèle, mais sur Facebook. voilà, Facebook, donc plein de langues différentes. Et peut-être que justement, utiliser ça pourrait permettre d'avoir en fait, d'avoir beaucoup moins de nécessité en termes de ressources Wolof pour faire du fine-tuning un peu plus loin pour avoir de meilleurs résultats. Parce que je ne sais pas si vous Effectivement. vous rendez compte, mais je pense qu'en fait, le fait d'apprendre deux langues te met dans des prédispositions qui vont faciliter l'apprentissage de la troisième, pourvu que cette troisième langue-là ne soit pas trop éloignée des deux premières. Un exemple simple. Donc, si tu comprends, supposons français, espagnol, donc si tu veux apprendre le portugais, normalement, ça va pas être très compliqué à cause de toutes les similarités qu'il y aurait entre ces langues-là, tout ce qu'elles auraient en commun. Et donc, je pense que le No Language Left Behind, vu qu'il a été entraîné sur beaucoup de langues, pourrait avoir un certain avantage comparé à certains autres modèles qui existent. Oui, carrément. Et d'ailleurs, même le No Language Left Behind là, le NLLB, il a été pré-entraîné sur du Wolof. Et ben voilà, C'est la grande chance qu'on a. ça tombe bien. Ça tombe très bien. En fait, c'est la grande chance qu'on a avec ce modèle-là. Je pense que Dergen, à un certain moment, il a commencé à travailler là-dessus. Je ne sais pas où il en est actuellement, mais c'est l'avantage avec le NLLB. Contrairement à des modèles comme des GPT et autres qui eux, genre, leur pré-entraînement en Wolof ne leur permet pas d'être vraiment précis là-dessus. Mais le NLLB, lui, il a été pré-entraîné pour traduire du Wolof. Donc, lui, Très bien. il peut être une très bonne opportunité, comme tu l'as dit, quoi. Très bien. Il y a toujours notre Harry Potter qui nous dit donc be careful to the curse of multilinguality. Bon, je ne connaissais pas ça. Je connais le curse of dimensionality, mais on en découvre tous les jours. Ça doit être un nouveau sort de Poudlard, ça. Donc Aimeru, je t'écoute sur la question, parce que comme je dis, là, c'est toi l'expert. Oui. Moi, Si Harry Potter, tu veux prendre la parole et nous expliquer un peu, ce serait avec plaisir.
Bon, Harry, on t'écoute. Ah, ok, malheureusement, bon, il peut pas ouvrir son micro. Faut pas hésiter, peut-être qu'on pourra continuer la discussion dans le reading group, en fait. Donc, voilà. S'il y a d'autres questions, c'est le moment, sinon on va bientôt clore la session. J'avais quitté avec le portable là. Donc, bon, Bon, pour le course of multilinguality, moi, je découvre aussi. Hein. voilà. De toute façon, c'est même le but de... Donc, il y a un lien qu'il a mis, je l'ai copié. Je pense que je le mettrai dans le reading group et peut-être qu'on pourra continuer à discuter dans le reading group. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Merci à Emeru pour cette présentation. Vraiment très instructive. Merci beaucoup. Et donc, Merci. on continue les discussions dans le chat. Très bonne soirée à vous. Très bon week-end. Merci. Très bon week-end, master. Ciao. Ciao.